Épisode 4, les érudits et le prince. Retournez la carte numéro 23. Donc sur cette carte, vous voyez le roi et l'héroïne au cours du voyage qui les amène vers le sud. Donc c'est un voyage d'apprivoisement, ils ne se connaissent pas du tout. Et durant cette traversée, le héros et l'héroïne essayent de récupérer des informations, d'interroger le roi pour voir tout ce qu'il peut leur apprendre sur le monde dans lequel ils vivent et dont on les a tenus le plus savamment possible éloignés. Mais en dehors de ce qu'il leur a expliqué sur les différentes tribus, il n'a pas grand-chose à dire, et en particulier, il prétend vraiment ne rien savoir sur la route des couleurs, puisque comme il ne voit pas les couleurs, il n'a pas moyen d'en savoir plus. Il sait que que les personnes qui en général sont capables de lire le tarot se sentent appelées à suivre la route des couleurs, mais sa connaissance s'arrête là. Par contre, ce qu'il peut leur apprendre, c'est des nouvelles techniques pour vivre sur une tortue. Donc il leur enseigne des nouvelles techniques de bêchage, de jardinage, de culture, pour sortir un petit peu des méthodes archaïques qui sont enseignées chez les ascètes. Ça permet aux frères et à la sœur de s'améliorer pour le jour où peut-être ils posséderont leur propre tortue et ils voudront y vivre en autonomie. Et pendant ce temps-là, lui par contre, fait plutôt de la lecture. Il ne semble pas particulièrement curieux du mode de vie des ascètes, parce qu'il a l'air de connaître. Et le héros et l'héroïne sont quand même assez surpris du fait que leur propre tribu cloisonne autant l'information, alors que visiblement dans les autres tribus, on connaît un peu l'histoire du monde. Vous pouvez retourner maintenant à la carte numéro 24. Le voyage dure pas longtemps, mais il commence à durer quelques jours, commence à arriver vers une semaine, une deuxième semaine. Ils ne rencontrent pas forcément grand monde, et leur promiscuité commence à devenir un peu pesante. Plus précisément, la jalousie du héros est particulièrement ravivée. Il a l'impression que sa sœur est la préférée du roi, qui lui donne plus d'informations, qui lui parle plus souvent. Quand il leur apprend à lire les étoiles, il regrette, lui, de ne pas y être intéressé, parce que sa sœur a l'air particulièrement assidue. Et d'une certaine manière, ça les éloigne, le héros et l'héroïne. Vous pouvez maintenant prendre la carte numéro 25. Même s'il répond à leurs questions en les éludant, et même s'il déclenche de la jalousie entre le héros et l'héroïne, les jumeaux ne peuvent pas vraiment détester le roi. Ils le trouvent plutôt drôle, assez bizarre, un peu touchant. Et ils constatent que c'est un personnage assez aimé les rares fois où ils croisent quelqu'un, généralement détempéré, puisqu'ils sont dans la zone qui est, dans la région en tout cas, qui est une région tempérée. À chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, le roi est accueilli avec non seulement déférence, mais avec amitié. Et les gens s'agenouillent, sont heureux de pouvoir l'inviter à dîner ce soir-là. Ils bavardent assez gaiement. La seule chose qu'ils demandent au héros et à l'héroïne, c'est de ne pas parler particulièrement du voyage en direction des érudits, parce que c'est un sujet qui ne concerne que la famille royale. Et il se présente à ces sujets en disant qu'il fait le tour de ces terres. Ça fait lever le sourcil au héros, mais ils n'ont pas grand-chose à dire là-dessus. Quand ils essayent de l'interroger, comme d'habitude, il élude. Vous retournez maintenant à la carte numéro 26. Après un peu plus de 2 semaines de route, en évitant les nuages, parce qu'ils ont beaucoup de réserves d'eau, ils se retrouvent face à un lieu particulièrement étrange. Le roi leur explique au héros, ceci, mes enfants, c'est ce qu'on appelle un temple. C'est le signe que nous arrivons sur la terre des érudits. En discutant avec lui, il découvre alors le concept de divinité. Les érudits, en plus d'étudier le tarot, considèrent qu'il existe ce qu'ils appellent une entité, donc une espèce d'âme du monde qui régente tout ce qui vit, et que c'est cette entité qui parlerait par le tarot. Les tempérés ne sont pas vraiment de la même croyance. Nous, dit le roi, nous vénérons la vie. Les érudits sont plus intellectuels, ils essayent de représenter le principe premier de l'univers. Ils ont créé toute une religion autour de ça, ils ont créé un culte autour de ça, que vous découvrirez très probablement en arrivant dans la ville. Et d'ailleurs, ils arrivent assez rapidement après ça en ville, c'est la carte numéro 27. Et donc ils arrivent bientôt devant un lieu absolument incroyable pour les héros, donc un lieu tout simplement foisonnant, tout simplement beaucoup trop grand pour leur imagination. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de tortues connectées les unes aux autres par des ponts, par des plateformes qui ont été installées assez savamment
pour créer des zones habitables, vivables. Il y a des maisons, des temples, des bâtiments dont ils ne peuvent même pas imaginer l'utilité, qui ont poussé dans tous les sens. Et le roi leur explique que c'est la preuve de l'orgueil et de la confiance qu'ont les érudits dans leur puissance, puisqu'ils n'ont pas peur des pirates. Ils sont assez nombreux et suffisamment armés pour être prêts à toute attaque de pirates, même s'il en venait beaucoup. Les héros sont absolument subjugués par cette idée-là et sont un peu craintifs à l'idée de pénétrer dans cette cité. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils y viennent chercher, hormis des réponses à leurs questions sur la route des couleurs et sur le tarot. Le roi leur dit est-ce que vous êtes prêts à entrer ici? Parce que vous ne savez pas comment vous en ressortirez, vous aurez sans doute de nouvelles connaissances. Les héros hésitent. Une des raisons qui les fait hésiter à rentrer dans la cité, c'est aussi qu'ils ont une tortue. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire pendant qu'ils vont pénétrer dans la cité. Surtout qu'elle est toujours enceinte et alors elle est encore assez loin du moment de son accouchement, mais elle peut attirer des convoitises. C'est là que le roi leur dit moi en tant que roi je m'engage à ce que personne n'essaye de prendre son droit sur votre tortue. Je vais faire en sorte qu'on enregistre cette tortue à votre nom, qu'on ne puisse pas faire valoir de droit sur elle. Pendant tout le séjour que vous ferez dans la cité, elle vivra avec un troupeau d'autres tortues. Elle sera quasiment en liberté et absolument tranquille, donc vous n'avez rien à craindre. Et si jamais votre séjour dure suffisamment longtemps pour qu'elle accouche, vous serez prévenu et l'enfant sera bien sûr à vous. Même le héros qui est un peu plus dubitatif vis-à-vis du roi que sa sœur, parce que finalement sa sœur a été amadouée pendant tout le voyage, même le héros se laisse convaincre. Il est beaucoup trop curieux de ce qui peut se trouver à l'intérieur de la cité pour décider de rester à la porte. Je vous invite maintenant à prendre la carte numéro 28. La carte numéro 28 nous présente le comité d'accueil qui les reçoit. Donc le roi se fait annoncer. Un officiel habillé en grande pompe se présente à lui pour l'accueillir. Le roi tend une lettre à cet officiel en disant c'est une lettre au sujet de mon fils. L'officiel prend la lettre en s'inclinant et le roi ajoute et j'ai quelques informations complémentaires sur ces deux-là. Je vous présente des jumeaux qui m'ont accompagné sur ce chemin. Ils possèdent tous les deux le don de voir les couleurs et ils voudraient s'intéresser au tarot. Ils ont des questions à poser. Aussitôt, l'homme écarquille les yeux. Des jumeaux qui voient les couleurs, c'est absolument hors norme. Il se tourne alors vers les jumeaux et leur dit vous ne pouvez absolument pas quitter cette ville sans avoir goûté à la liesse de savoir que des gens comme vous existent, parce que c'est très 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 rare que des jumeaux possèdent le même don. En général, ça crée une connexion entre eux qui rend leur pouvoir beaucoup plus puissant. Et ils n'ont pas le temps de lui dire non, on n'est pas particulièrement là pour attirer l'attention. L'officiel fait passer des messages dans toutes les directions, donc c'est la carte numéro 29 que vous pouvez retourner maintenant. Avant même que les héros aient le temps d'essayer de contrer le mouvement, une fête énorme s'organise dans la ville, on hisse les trompettes, on leur déroule un tapis rouge comme ils n'en ont jamais vu, et partout, quand ils sortent du bâtiment, partout les gens viennent s'approcher, les toucher, leur parler, les féliciter. Pour eux, c'est le retournement de situation qu'ils n'avaient vraiment pas attendu. La tête, pour être franc, leur en tourne. Il faut dire aussi qu'ils ne sont pas habitués à marcher aussi longtemps dans un lieu sans revenir à leur point de départ. Donc ils sont complètement déboussolés. Ils errent dans la ville sous les vivas. Ils ont l'impression que tout le monde les accueille avec des visages amis. Ils se laissent un peu enivrer par la joie qu'on leur manifeste. C'est là que, quand ils ont fini leur tournée triomphale, l'officiel leur dit ça ne peut pas être un hasard que vous soyez arrivés dans notre ville, c'est probablement les cartes qui vous ont appelé ici. Vous voulez aller sur la route des couleurs, mais vous ne seriez pas préparé pour ce qui vous attend là-bas. Ce que nous pouvons nous proposer, c'est de vous arrêter ici quelque temps, d'être formé pour mieux maîtriser le tarot, et vous repartirez quand bon vous semblera. Alors le héros et l'héroïne sont flattés, mais d'un autre côté, ils hésitent. C'est là que l'héroïne propose, est-ce que vous pourriez nous donner un jeu de tarot pour qu'on interroge les cartes pour savoir si c'est une bonne idée ou pas de rester? L'officiel secoue la tête, il dit dans cette ville, nous considérons que le tarot est une arme dangereuse, donc si vous n'avez pas de tarot, ce n'est pas nous qui vous en fournirons, à moins que vous acceptiez d'être formé chez nous. Notre conviction est que le pouvoir du tarot est beaucoup trop dangereux entre des mains non formées. Donc vous pouvez suivre les couleurs sans tarot, ou vous pouvez rester ici, apprendre la divination et ensuite repartir. Vous n'avez que deux choix. Les héros hésitent. La situation n'est pas facile et dans leur sens qu'ils le voudraient, mais l'excitation est trop forte. Et ils donnent leur accord. Ok, nous voulons apprendre, disent-ils d'une même voix.
sous l'œil rieur du roi qui les applaudit. Leurs doutes sont toujours là, mais on sent qu'ils seront vite gommés. Je vous invite à tourner la carte numéro 30. Les papiers sont signés pour que leur tortue soit prise en charge. Les héros s'installent donc vraiment dans la cité des érudits. Très rapidement, on leur fait leur cérémonie d'intronisation. Ils entrent, comme on dit, dans les ordres. Tous les élèves du temple les célèbrent avec des vivas, mais eux ne peuvent rien dire parce que le noviciat s'accompagne d'un vœu de silence. Pendant les 2 premiers mois de leur apprentissage, ils n'auront pas le droit d'adresser la parole à quiconque, ils n'auront pas le droit de parler. Tout ce qu'ils pourront faire, c'est regarder d'autres gens pratiquer le tarot, s'en inspirer, et au bout de 2 mois, quand ils auront suffisamment maturé la chose, commencera leur vrai apprentissage. Pendant toute cette intronisation, cette arrivée dans l'école, ils ne remarquent pas vraiment que quelqu'un les suit des yeux. Du haut d'une fenêtre, le plus souvent, un homme au visage plutôt fermé les observe. Pourtant, quand il s'est présenté à eux, ils auraient eu plein de questions à lui poser parce qu'il leur a dit qu'il était le fils du roi, le prince. « J'espère que nous aurons la chance de réapprendre ensemble le tarot », leur a-t-il dit. Mais c'est la seule parole qu'ils ont échangée durant les premiers jours. Et lui reste dans l'ombre. Je vous invite à prendre la carte numéro 31. Le premier mois de leur noviciat est particulièrement heureux pour nos héros. Côte à côte, ils se parlent sans mots, ils se parlent avec les yeux, avec le cœur. Ils apprennent à vivre en symbiose, une symbiose qu'ils ressentent presque physiquement. Par moments, ils ont l'impression d'être un seul être. Et ils attendent avec impatience le moment où eux-mêmes pourront pratiquer le tarot. Avec parcimonie, on leur montre des tirages, on leur explique le sens de certaines cartes, on leur explique le sens de certains types de tirages et l'utilisation qu'on peut en faire. Mais eux-mêmes n'ont jamais le droit de toucher les cartes, n'ont jamais le droit de se l'approprier. Ils sentent qu'ils sont sur la voie d'une entrée en phase l'un avec l'autre, donc ils n'en peuvent presque plus d'attendre ce moment où ce sera leur tour à eux de pratiquer le tarot. Carte 32. Mais ils étaient à 100 lieues d'imaginer, nos 2 héros, que leur vie allait vraiment se bouleverser alors qu'ils étaient au sommet de leur bonheur. Plus précisément, chaque matin, ils commencent leur journée par ce qu'ils appellent la méditation, qu'ils font dans la cour, généralement accompagnés d'un ancien qui les guide par la voix, qui leur propose des exercices pour essayer d'entrer en éveil. Et un matin où c'est le prince, qui est justement la seule personne avec eux, ils sont seuls dans la cour, personne n'est encore réveillé, eh bien une séance pas comme les autres commence. Pour être plus précis, alors que le prince a commencé à leur donner des consignes pour se détendre, il se redresse brutalement et leur dit « Regardez là-bas, un pirate descend du ciel ». Les jumeaux sont absolument bouche bée en regardant la direction qu'il leur indique. Effectivement, il y a une échelle qui est en train de descendre d'un nuage, mais ils se gardent bien ni de s'exclamer ni de dire quoi que ce soit. Ils ne veulent pas rompre leurs vœux. C'est alors que le prince dit cette phrase « C'est un signe. Les cartes ne s'étaient pas trompées. C'est avec vous qu'il faut que je parte. » Puis il se met devant eux et leur dit « Préparez vos affaires, nous fuyons. » Le frère et la sœur sont frappés par cette consigne, mais il leur ajoute « C'est une prison. L'endroit où vous vous trouvez est une prison. Je n'attendais qu'un seul signe pour en partir. Et dès que je voyais un pirate, je savais que c'était le moment pour accéder au nuage et partir d'ici et fuir ces chefs qui, en fait, vont vous emprisonner. Rassurez-vous, les pirates ont en fait des accords avec les érudits, c'est pour ça qu'ils ne nous attaquent pas. L'échelle va rester là quelques temps, le temps que le pirate aille délivrer son message à notre mère. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour fuir, donc allez-y. Retournez à la carte numéro 33. Je vais vous expliquer en fait la vérité, parce qu'on vous a menti depuis très très longtemps. Mon père a commencé à vous mentir, et les érudits ont continué ce mensonge. Vous croyez vraiment qu'on va vous permettre de suivre la route des couleurs? Vous croyez vraiment qu'on va vous apprendre à utiliser le tarot? Ici, on n'utilise pas le tarot, on le contrôle. Les érudits, en un sens, sont absolument similaires aux ascètes. Ils ont peur du tarot. Ils refusent qu'on fasse tous les tirages. Et toute personne qui est capable de voir les couleurs se retrouve enfermée dans la prison qu'on appelle le temple. Quand un nouvel élève ou 2 nouveaux élèves comme vous arrivent, on permet aux élèves qui généralement n'ont pas le droit de franchir les murs de sortir pour faire croire qu'ils sont mélangés à la société. Mais il n'en est rien. Dans la vraie vie, tout est toujours surveillé. Chaque tirage que je fais, j'ai 4 ou 5 personnes qui vérifient que c'est un tirage autorisé, que je ne vais pas poser des questions dangereuses. Pendant les premiers mois, on ne va pas vous dire ça, parce qu'il faut vous endormir. Mais le jour où on vous révélera la vérité, vous ne pourrez plus partir. Vous serez pris dans ce piège. Les autres étudiants se prêtent à la même comédie, parce qu'on leur a retourné le cerveau. Vous êtes pris.
Vous ne connaîtrez jamais ce que vous êtes venu chercher. Alors la seule chose à faire, c'est fuir. Moi, je n'attends que ça depuis des mois. » Retournez la carte numéro 34. En ce qui me concerne, j'ai très rapidement compris que je ne pourrais pas me contenter de la vie qu'on m'autorise, de tirer quelques petites cartes à droite à gauche. Quand j'ai appris qu'il y avait une route des couleurs, bien sûr que j'ai voulu la suivre. Puis mes parents m'ont directement envoyé dans cette école en me faisant croire que j'en reviendrais, que j'en sortirais. Mais c'est faux. Quand j'ai découvert que je n'en partirais jamais, j'ai voulu mourir. Puis un jour, j'ai cru que l'occasion m'était proposée de fuir pour de vrai. Une tempête des plus terribles s'est abattie sur la capitale. Il n'y aurait pas de manière plus merveilleuse de mourir que noyé. L'orgueil d'avoir une fin unique dans un monde où l'on n'a quasiment pas d'eau. Donc je me suis approché d'une des citernes de la ville et j'ai voulu me plonger dedans et me laisser immerger sous la montée des eaux. Mais ça n'a pas fonctionné. On a trouvé mon corps qui était à moitié sans vie. On a cru que j'étais tombé là, dans cette citerne, évanoui, pas que j'avais essayé de me suicider. Ça a été un échec. Retournez la carte numéro 35. Mais mon bonheur dans tout ça, c'est que l'averse avait été si violente qu'on n'avait pas assez de bras à épargner pour me mettre en infirmerie. On m'a forcé à aider tout le monde, à rafistoler les planches où on pouvait, à redresser les bâtiments. J'ai donc retroussé mes manches pour mettre mes compétences à profit de la ville. Et dans l'Inde étonné au que débordé, j'ai eu l'énorme surprise de découvrir quelque chose qui a changé ma vie. Un jeu de tarot, absolument noyé, se trouvait là. Comment était-il arrivé là? Probablement chassé par le vent, lancé par la tempête. Les tentures du palais avaient été arrachées, des papiers étaient dispersés en tous les sens. Mais ma chance, c'est qu'un tarot complet se trouvait là. Un tarot que j'ai pu faire sécher et garder pour moi et avec lequel j'ai pu poser des questions sur le destin qui m'attendait. Après des mois sans liberté, j'avais enfin un jeu de cartes pour tirer quelque chose et poser des questions. Vous n'imaginez pas les merveilles de précaution que j'ai prises pour le remettre en état sans que personne ne voie rien ne me surprenne. Puis finalement, j'ai posé ma question. Comment fuir d'ici? La réponse habituelle, sur la route des couleurs, est sortie. Mais un conseil supplémentaire s'y ajoutait. Ne pars pas seul, m'ont dit les cartes. Depuis lors, je n'ai jamais trouvé quiconque avec qui fuir. Les cartes ne m'ont jamais indiqué personne. Avant vous. Vous, les cartes me l'ont dit, vous êtes prêts à partir. Vous ne voulez pas de cette prison. J'ai donc attendu l'opportunité parfaite pour que nous partions ensemble. J'ai un sac de provisions toujours prêt, j'ai des affaires prêtes pour partir. Même pour vous. C'est le moment. Grimpons cette échelle et ne nous retournons plus jamais. Prenez la carte numéro 36. Le héros est le premier à rompre son vœu de silence. Mais il se doute que ce n'est plus en jeu depuis bien longtemps. Mais, dit-il, votre père... Pourquoi partir maintenant alors que votre père vient vous récupérer? Pour vous, vous aviez une échappatoire. Ah, c'est ce qu'il vous a dit, le fourbe. Ce n'est pas vrai du tout. Il vous a peut-être raconté qu'il m'avait gentiment confié aux érudits. Non, il n'y a pas de ça. Les tempérés vivent dans la peur des érudits. Quand un bébé naît, des gens encapuchonnés viennent le ravir directement. Ne le rendent que des années plus tard, quand ils sont absolument sûrs qu'ils ne voient pas les couleurs et tarots. Dans mon cas, j'étais kidnappé très jeune. Et malheureusement, ou heureusement pour moi, je voyais les couleurs, donc je n'ai jamais été rendu à mes parents. Et je ne le serai jamais. Si mon père vous a prétendu que j'allais retourner vers chez lui, il n'avait pas grand risque à le faire, puisque de toute façon, en entrant dans les ordres, vous faisiez vœu de silence. Vous ne pouviez pas éventer sans mensonge à qui que ce soit. Et pendant ce temps-là, son plan se déroulait. Un plan? Dit l'héroïne. Quel plan? Elle aussi rompt ses vœux. Elle est plus proche du roi que le héros, et le mépris, la violence qu'elle entend dans la voix du prince la blesse profondément. Elle n'ose croire que le roi s'est joué d'eux. Retournez la carte numéro 37. Je ne sais pas ce que mon père vous a dit, mais voilà la vérité. S'il est là, officiellement, c'est pour obtenir son audience décennale avec moi. Un petit moment où nous pourrons parler ensemble, consulter des livres, où je pourrai lui donner quelques conseils. Mais en réalité, il a profité de notre audience pour me dire que la suite allait être plus compliquée que ça. Chez les tempérés, la révolte gronde depuis quelque temps. La révolte contre le joug des érudits. Les parents ne veulent plus que leurs enfants leur soient enlevés. Mes parents veulent absolument partir une fois pour toutes de cet accord qui les fait vivre dans la peur. Certaines personnes leur résistent encore. C'est pour ça que ma mère mène la révolte. Elle a le poing plus ferme que mon père. Le temps qu'elle mate les dernières poches de rébellion, mon père est venu jusqu'ici pour endormir les soupçons. Puis plus tard, ma mère arrivera avec toute une armée. Elle renversera cette ville et elle forcera les érudits à signer enfin un accord pour qu'ils ne nous volent plus nos enfants. Mais moi, je m'en fiche de tout ça. Je perdrai une servitude pour en prendre une autre. Devenir roi? Très peu pour moi, je n'en veux pas. Tout ce que je veux, c'est être capable de tirer le tarot. Mes parents ne me comprennent pas, ils n'imaginent pas ce que c'est que vivre avec le tarot, vivre avec l'envie de partir sur la route des couleurs.
Eh bien que je leur laisse leur révolte, qu'ils libèrent les autres enfants, il y en a beaucoup à libérer. Moi, je veux monter sur cette échelle. Et vous, vous partirez avec moi. Nous avons un destin à accomplir. Prenez la carte numéro 38. Oui, dit l'héroïne. Non, répond le héros. Le frère et la sœur s'entre-regardent. Et si le prince est surpris, eux pas vraiment. L'ordre que tu as trouvé ici, il te plaît, n'est-ce pas, dit l'héroïne à son frère. Il n'y a pas d'animosité dans sa voix. Même si tu dois faire des sacrifices, même si tu ne pourras tirer que suivant des règles, je pressens que tu penses que le tarot est dangereux toi aussi. Tu penses qu'il faut le contrôler. Tu as surtout peur que tout ce savoir soit détruit par les tempérés quand ils viendront attaquer la ville. Et si des livres étaient brûlés? Et si quelque chose se perdait? Et toi, répond son frère, moi je sens que tu veux suivre l'appel. Tu crois à ton instinct. Tu soupçonnais qu'on le briderait. Tu l'as déjà senti dès le départ, même dans leurs exercices, où tu ne peux rien faire. J'ai senti ta frustration. Toi, tu veux partir. Il conclut, nous devons prendre 2 routes différentes. Il y a du soulagement dans leur voix, aucune violence. Ils acceptent enfin qu'ils sont différents. Ils s'enlacent avec tendresse, puis se séparent. Il faut se dépêcher. Et c'est ainsi que les routes de nos héros se séparent. Où les mèneront-elles? Se reverront-ils un jour? Seuls les prochains épisodes nous le diront.